sommaire de cette édition, la défense de l'ancien président Laurent Gbagbo a demandé vendredi à la Cour pénale internationale d'ouvrir son procès en Côte d'Ivoire ou en Tanzanie. Au Kenya, le tribunal a ordonné ce vendredi aux enseignants de suspendre leur grève et de reprendre le travail près de mois après le début du mouvement social entamé pour revendications salariales. Enfin, Sepp Blatter, président de la FIFA, est visé par une procédure pénale pour gestion déloyale et abus de confiance. Le Suisse est soupçonné d'avoir effectué un paiement de 2 millions de francs. Michel Platini, président de l'UEFA. C'était là les titres du journal. Bienvenue, bonjour à tous. Au Burkina Faso, le régiment de sécurité présidentielle RSP, l'unité militaire qui a réalisé le coup d'État, finalement avorté du 17 septembre, a été dissous ce vendredi par un décret pris lors du premier conseil des ministres après le putsch. Le troisième décret est relatif à la dissolution du régiment de sécurité présidentielle RSP. L'adoption de ce décret dissout le régiment de sécurité présidentielle selon le compte-rendu du conseil des ministres. Corps d'élite de 1300 hommes, le RSP, armé dans l'armée, était la garde prétorienne de l'ancien président Blaise Compaoré, chassé par la rue après 27 ans au pouvoir en octobre 2014. Parmi les autres décisions de ce premier conseil des ministres post-putsch, la destitution du ministre délégué à la sécurité, Sidi Paré, soupçonné de collusion avec le Conseil national pour la démocratie, CND, parti pro-Compaoré, la mise à l'écart du chef d'état-major particulier de la présidence, le colonel-major Bouraïma Kéré, ancien aide de camp de Blaise Compaoré et ex-chef du RSP. Le Conseil a aussi décidé de la création d'une commission d'enquête sur le coup d'État. Par ailleurs, le Conseil a fait état d'un bilan officiel de 11 morts et 271 blessés pendant les événements. Et puis justement, on écoute le Premier ministre, le lieutenant-colonel Yacoub Isaac Zida, après ce premier Conseil des ministres. Nous avons pris évidemment des décisions importantes allant dans le sens de résoudre définitivement la crise que connaît le pays, allant dans le sens de remettre en marche l'appareil de l'État. Toutes les dispositions sont prises pour que les éléments puissent déposer leurs armes et que véritablement le processus de désarmement, d'encasernement puisse se conduire dans les meilleures conditions. Alors, ceux qui auront à répondre devant la justice vont répondre devant la justice. Ceux qui auront à continuer une carrière militaire normale dans d'autres contextes vont continuer leur carrière militaire normalement. Le processus électoral va reprendre, mais certainement en concertation avec tous les acteurs, nous allons pouvoir déterminer une nouvelle date. Procès Gbagbo à présent, la défense de l'ancien président a demandé ce vendredi à la Cour pénale internationale d'ouvrir son procès en Côte d'Ivoire. Dans un document publié sur le site de la Cour, l'avocat a recommandé au juge à la présidence de la CPI que les discours d'ouverture se tiennent soit en Côte d'Ivoire, soit à Arusha, en Tanzanie, des lieux où le tribunal pénal international pour le Rwanda a clos en avril son ultime audience. Le procès de l'ancien président et son ex-chef de milice, Charles Blé Goudé, doit s'ouvrir le 10 novembre à La Haye, au siège de la CPI. Les deux hommes, âgés de 69 et 43 ans, sont poursuivis pour leur rôle présumé dans la crise née du refus de Laurent Gbagbo de céder le pouvoir à Alassane Ouattara à l'issue de la présidentielle de 2010. Les violences ont fait plus de 3000 morts en 5 mois. Laurent Gbagbo est écroué à la Cour pénale internationale depuis novembre 2011. En Côte d'Ivoire, toujours, Charles Konan-Banny, Mamadou Koulibaly et Kouadio Konan-Bertin, les 3 candidats de la coalition nationale pour le changement, et Essi Amara, un autre candidat à la présidentielle, projettent de marcher à Abidjan sur la CEI, la Commission électorale indépendante, et la RTI, la radio-télévision ivoirienne, pour dénoncer, selon eux, la mainmise du président Alassane Ouattara sur les deux institutions. Chris Paterna-Sémian. Après avoir écumé 10 longues années de crise militaro-politique, décidément, certains Ivoiriens n'ont pas encore fini de tirer les leçons de l'histoire. Et faudrait-il encore apprendre des autres? L'exemple du peuple burkinabé nous conseille, nous interpelle et nous invite à la sagesse. Citoyens et citoyennes de Côte d'Ivoire, militants et militantes sympathisants de nos partis politiques et sympathisants des candidats que nous sommes, démocrates ivoiriens, nous pensons que l'heure est venue
de nous mobiliser pour sauver ce qui est important dans un pays pour son progrès, la démocratie. C'est pourquoi, ici et maintenant, nous appelons toutes les forces vives, toutes les candidates et tous les candidats à nous rejoindre dans une manifestation que nous organisons sur la RTI et la CEI le lundi 28 septembre 2015. Il ne faut jamais pousser le peuple à bout. Les 4 candidats au présidentiel, Charles Konan-Banny, Kouadio Konan-Bertin, Mamadou Coulibaly et Amara Issi, trouvent ces 2 institutions inféodées, partisanes et partiales. Mais à vouloir tout changer à 1 mois d'un processus qui a vu la validation de leur candidature par les conseils constitutionnels, cela relève de l'insurrectionnel pour certains, mais pour d'autres, le dialogue est encore possible. Au Mali, les forces armées rivales présentes sur le terrain s'engagent à faire taire les coups de feu. C'était à l'issue d'une rencontre tenue hier entre mouvements rebelles et représentants des groupes d'autodéfense pro-Bamako. Plus de précisions à travers ce reportage. Pour la toute première fois depuis la signature du fameux accord de paix, mouvements rebelles et représentants des groupes d'autodéfense pro-Bamako, toujours actifs sur le terrain, se sont librement engagés à fumer le calumet de la paix. Autour d'une même table, comme par le passé, mais cette fois sans contrainte, et délégation des rebelles de la coordination des mouvements de l'Azawad et délégation des groupes d'autodéfense loyalistes ont accordé le violon pour apaiser les zones de tension. Un nouvel engagement à respecter le cessez-le-feu en vigueur, salué par les autorités au plus haut niveau. L'initiative est consécutive aux nouvelles positions des groupes armés d'autodéfense Garcia, qui après des semaines d'occupation d'Anefis, ont fini par quitter les lieux, répondant ainsi à l'appel du président malien Ibrahim Boubacar Keïta et à la pression de la communauté internationale. Les combattants de la CMA revenus occuper la ville aux grandes dames du ministre malien en charge de la reconstruction du Nord ont conséquemment assoupli leur position et ont pris à nouveau langue pour la reprise des travaux du comité de suivi de l'accord d'Alger. Parallèlement, la CMA s'est engagée à mener une vaste campagne de sensibilisation auprès de toutes ces troupes pour une paix durable au niveau de cette zone d'influence. Au Nigeria, l'armée a annoncé ce vendredi que 200 combattants du groupe islamiste Boko Haram se sont rendus. L'opération se serait déroulée dans la ville de Baki, près de la frontière avec le Cameroun. Cette ville, il faut le préciser, a été souvent utilisée par les islamistes comme base pour mener des attaques vers le Cameroun. Les détails. La ville de Banki, dans l'état de Borno, au nord-est du Nigeria, a été occupée par Boko Haram et utilisée comme base arrière pour mener des attaques frontalières vers le Cameroun, y compris dans et autour d'Amishide, ville frontalière du Nigeria dans l'extrême nord, où des accrochages ont eu lieu mardi entre les insurgés et l'armée camerounaise. Banki aurait été reprise par l'armée nigériane jeudi, d'après son porte-parole. Mercredi, l'armée avait affirmé avoir arrêté 43 personnes suspectées d'être des combattants de Boko Haram, dont un commandant régional, et avoir sauvé 241 femmes et enfants soupçonnés d'avoir été détenus par les islamistes. Le président nigérien Mahamadou Buhari a donné aux forces armées nigérianes jusqu'à fin novembre pour en finir avec Boko Haram. Mais l'espoir d'une fin rapide de l'insurrection, qui a fait plus de 20 000 morts en 6 ans, s'est révélé irréaliste. Au Kenya, un tribunal a ordonné ce vendredi aux enseignants de suspendre leur grève et de reprendre le travail près de mois après le début du mouvement social entamé pour des revendications salariales. Le gouvernement a ordonné dans la foulée la réouverture des écoles qu'il avait fait fermer en raison du mouvement. Les enseignants kenyans se sont mis en grève le 1er septembre au lendemain de la rentrée du dernier trimestre après le refus du gouvernement qui argue de ne disposer d'un tel budget de se plier à une décision de la justice kenyane leur accordant une hausse de salaire de 50 à 60%. La grève continue, cela ne fait aucun doute et nous prendrons une décision lundi, a précisé le secrétaire général du syndicat national des enseignants du Kenya. Et puis plus de 12 000 Nigériens effectuent cette année le pèlerinage en Arabie Saoudite selon les autorités. Des dizaines de Nigériens font partie des victimes, a confié une source officielle qui assure que les autorités saoudiennes sont à pied d'œuvre pour communiquer au Niger le nombre et les identités des pèlerins décédés. Je vous propose ici un extrait.
Notre souhait, c'est vraiment que le gouvernement fasse observer un deuil par rapport à ce triste événement, mais en même temps qu'il prenne aussi des mesures pour l'encadrement futur de nos pèlerins, même si on sait que pour l'essentiel, les choses se passent de l'autre côté, en Arabie Saoudite. Mais il y a du regret quand même et on souhaite que leur âme repose en paix et que cela ne se reproduise plus, que les autorités saoudiennes prennent des mesures, puisque des mesures de sécurité qui, dans l'avenir, on pourrait éviter ces genres de drames-là. Ce que je viens de le faire à l'intérieur de la mosquée, présenter nos condoléances émues aux parents des personnes disparues, à leurs amis et au peuple du Niger entier, éploré par ces événements qui ont provoqué un grand stress et qui continuent à l'entretenir parce que jusqu'à présent, nous n'avons pas pu établir la liste exacte des personnes qui sont décédées pour que leur famille fasse le deuil. Les dirigeants mondiaux réunis en sommet à l'ONU ont adopté ce vendredi un ambitieux plan de développement durable sur les 15 prochaines années et qui coûtera plusieurs milliers de milliards de dollars par an. Ce grand chantier leur fixe à l'horizon 2030 17 objectifs de développement durable, dont l'éradication de l'extrême pauvreté, l'accès de tous à l'éducation et à la santé, la promotion des femmes, la réduction des inégalités et la lutte contre le réchauffement climatique. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a salué un programme qui reflète les aspirations de tous, partout, de mener leur vie en paix dans la sécurité et la dignité sur une planète en bonne santé. Ce sommet sur le développement se poursuivra pendant le week-end. Plus de 150 chefs d'État et de gouvernement sont attendus, soit un des plus grands rassemblements de dignitaires qu'ait jamais connu l'ONU. Et puis le président de la FIFA, Sepp Blatter, est visé par une procédure pénale pour gestion déloyale et abus de confiance. Le Suisse est notamment soupçonné d'avoir effectué un paiement déloyal de 2 millions de francs suisses à Michel Platini, actuel président de l'UEFA et candidat à sa succession. C'est ce qu'a indiqué le bureau du procureur suisse. Reportage. Les deux patrons du foot mondial sont dans l'œil du cyclone. Une procédure pénale suisse vise le président démissionnaire de la FIFA, Sepp Blatter, soupçonné notamment d'un paiement déloyal de 2 millions de francs suisses en faveur de Michel Platini, président de l'UEFA et favori jusqu'ici à sa succession. Depuis le 27 mai et l'arrestation de plusieurs hauts responsables du foot mondial dans un hôtel à Zurich, sous l'impulsion de la justice américaine cette fois, sur fond de soupçons de corruption à grande échelle, la FIFA vit au rythme de scandales plus retentissants les uns que les autres. Vendredi après-midi, Blatter devait prendre la parole à l'issue du comité exécutif de la FIFA, réuni depuis jeudi au siège de l'instance à Zurich. Mais l'intervention du Suisse de 79 ans a été repoussée une première fois avant d'être purement et simplement annulée, alors que 150 journalistes du monde entier s'étaient accrédités. Quelques minutes plus tard, l'explication est venue d'un communiqué du ministère public suisse. Les enquêteurs ont auditionné Joseph Blatter en qualité de prévenu et en parallèle, Michel Platini a été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements. La justice suisse a procédé avec la police à une perquisition au siège de la FIFA et particulièrement au bureau du président Blatter. Des données ont été saisies. Et c'est le Camerounais Issa Hayatou, le patron du foot africain depuis 1988, qui succéderait par intérim à Joseph Blatter si ce dernier partait. L'ancienneté dans la gouvernance du foot mondial du président de la Confédération africaine de football lui confère le titre de vice-président senior de la FIFA et le droit de s'asseoir dans le fauteuil de Blatter en cas de vacances ou d'empêchement. Oui, c'est sur cette note sportive que nous mettons un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable journée à chacun et à tous. Et surtout, l'information revient sur SICA.